Pour ce tour d'horizon, revenons à notre débat, à notre polémique autour de l'Afghanistan. On l'évoquait, débat à l'Assemblée nationale, en lieu et place des traditionnelles questions au gouvernement sur la question de l'envoi de nouvelles troupes. 1000 hommes, c'est ce qui est évoqué. Une décision qui passe mal, on y revient dans quelques instants, mais avant de nous projeter sur cette éventualité de renfort, faisons d'abord avec Katia Guilder un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Afghanistan? État des lieux des troupes françaises en Afghanistan, on regarde. Ils sont 1500 soldats français actuellement déployés sur le sol afghan, sur un total de 60 000 hommes présents dans le pays. Un engagement qui remonte à octobre 2001, avec les premiers bombardements aux côtés des Américains, et une mission numéro 1, combattre les talibans. 6 ans plus tard, les militaires français servent dans le cadre de l'OTAN, au sein de l'ISAF, la Force internationale d'assistance à la sécurité. Objectif, former l'armée afghane et sécuriser le pays, notamment la région de Kaboul, où est stationné l'essentiel des troupes. Les autres unités sont déployées à l'est, intégrées directement aux forces afghanes, et au sud du pays, dans la ville de Kandahar, où sont basés les 3 Rafales et les 3 Mirage 2000 de l'armée française en appui des troupes alliées. C'est précisément dans ces régions du sud-est que les combats contre les talibans font rage. 200 commandos français y avaient servi avant d'être retirés du front fin 2006. En 6 ans, 14 soldats français sont morts en Afghanistan. Un retour, Guy Tessier, président de la commission de la défense, avant de nous projeter sur les polémiques autour de l'envoi de nouvelles troupes, sur l'état des lieux, sur le bilan de ce qui s'est passé depuis 2001. Rappelons que c'est depuis 2001 que des troupes sont parties en Afghanistan. Un petit bilan pour essayer de voir ce qui s'est passé depuis ces années. Ça a fonctionné, ces troupes françaises. On a vu qu'il y avait des forces spéciales, c'était à Spin Boldak, pour être précis. Elles ont été retirées depuis quelques temps, mais elles étaient opérationnelles et au combat. Et puis il y a eu des troupes pour la formation et puis la sécurisation. Le bilan des troupes françaises en Afghanistan depuis ces années. Difficile de tirer un bilan aussi rapidement et d'une manière qui soit tout à fait complète, mais de ce que je peux dire et de ce que j'ai vu, j'ai trouvé que nos militaires étaient tout à fait remarquables. Ils sont engagés auprès de la jeune armée nationale afghane qu'ils forment. Ils forment également leurs officiers et ils forment également les forces spéciales afghanes. Et donc je trouve qu'ils font un travail remarquable de formation, de pédagogie, en même temps que dans la grande tradition de l'armée française, ils apportent de l'aide, du soutien, notamment médical. Et puis vous le savez, il y a aussi une grande tradition de soldats bâtisseurs. Et ça existe aussi parce que le rôle de la France et des militaires français n'est pas seulement un rôle militaire d'apporter de la sécurité au gouvernement afghan qui a été élu démocratiquement, mais également d'apporter un soutien, une aide économique, une aide à retrouver une qualité de vie dans ce pays qui a été détérioré par 30 années de guerre, qui sont les derniers avatars du communisme. Alors, avant de donner la parole à Paul Quilès, parce que les troupes arrivées en Afghanistan sont arrivées en 2001, sous l'ère de Lionel Jospin, lorsqu'il était Premier ministre. Je voulais simplement saluer l'arrivée d'Olivier Roy, directeur de recherche au CNRS, spécialisé de l'islam, de ces questions. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints. Paul Quilès, sur cette question de bilan, c'est vrai que c'était très compliqué de résumer en quelques secondes, mais les troupes françaises sont en Afghanistan depuis 2001, c'est Lionel Jospin qui l'avait souhaité. Et il y avait eu un débat. Comment vous regardez cette intervention des troupes françaises en Afghanistan ? D'abord, il faudrait remettre les choses en place. Vous dites Lionel Jospin, il était Premier ministre. Je vous rappelle que le président de la République, on l'a oublié, s'appelait Jacques Chirac. Et qu'aujourd'hui, dans ce qui nous choque, et nous allons en parler dans un moment, ce qui me choque en tout cas, c'est que le président de la République prenne des décisions en tout domaine concernant la défense, tout seul. Il fait faire des études, livre blanc sur la défense. Moi, j'ai été auditionné par la commission. Donc on n'a pas les conclusions. Non, on n'a pas les conclusions, mais il n'y aura pas besoin de mettre des conclusions, puisqu'il a parlé de la dissuasion, il a parlé des bases en Afrique, on sait à peu près combien de sites vont être fermés, d'autres allégés, on a parlé d'une base navale à Abu Dhabi, aujourd'hui on envoie des troupes en Afghanistan. Le président de la République décide de tout et ensuite le livre blanc qui va sortir ne fera que répéter tout ce que le président de la République décide. Donc, en 2001, c'était Jacques Chirac qui était président de la République. Alors, faites attention, quand vous dites c'est Lionel Jospin qui, il faut savoir si, sous la Ve République, c'est le président de la République qui décide ou non. Moi, je pense, et j'espère qu'on va en parler, que ce système ne peut plus fonctionner de cette façon-là. On n'est pas en monarchie, fût-elle républicaine, sur des questions aussi graves. Non, attendez. Vous m'avez interrogé sur le bilan. Comme Guy Tessier, je ne veux pas faire le bilan en une minute. Mais je veux dire simplement que, par mes anciennes fonctions,
par un peu ma culture familiale, fils d'officier, je m'intéresse beaucoup à ce que font les militaires français. J'ai vu un reportage à France 2 il y a quelque temps qui était exceptionnel, Envoyé spécial. remarquable. Mais ça n'est pas parce que, comme le dit Guy Tessier, les militaires français font un travail remarquable que ça justifie une opération, qui est une opération en 2001, je vous le rappelle, qui était avant l'Irak, c'était après l'affaire des Twin Towers, c'était de faire la guerre à Ben Laden, aidé par les talibans, Al-Qaïda. Non, mais il y a plusieurs terroristes. À ce terrorisme-là. Et tout le monde était d'accord, et l'ONU était d'accord aussi. Simplement, on est 7 ans plus tard. Et on a le droit de tirer un bilan, non pas de l'action remarquable que font les militaires français, mais de cette guerre au terrorisme. Et moi je dis, et j'espère, et je souhaite qu'on en parle, que la guerre au terrorisme, en tout cas la lutte contre le terrorisme, c'est pas simplement d'envoyer des troupes se battre. On les a retirés en 2006, je parle des forces spéciales, il devait bien y avoir une raison. Et quand le président Sarkozy dit « il faut revoir notre stratégie en Afghanistan », je m'étonne qu'il annonce l'envoi de troupes avant d'avoir obtenu quoi que ce soit sur ce changement de stratégie. Juste un mot sur la méthodologie, parce que ça fait polémique, puis on donnera la parole au grand reporter américain qui connaît bien le théâtre, et puis aux chercheurs. Mais sur la question de la méthode, l'opposition a grincé des dents, mais dans la majorité aussi, certains députés se sont élevés, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Niart, sur la façon dont le chef de l'État, député souverainiste, la façon dont le chef de l'État avait annoncé l'envoi de ses troupes, c'était à Londres, aux côtés de Gordon Brown. Est-ce que c'était la bonne méthode? Alors, sur la forme, on peut en discuter, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai demandé, et je suis heureux d'avoir obtenu satisfaction avec le président de l'Assemblée nationale. Nous sortons d'un débat, alors on peut considérer qu'il n'a pas été assez riche, mais en tout cas il a eu le mérite d'exister. Et je voudrais rappeler que sous M. Jospin, dont parle mon collègue à cet instant... oui, Jacques Chirac dit chef de l'État. Non, mais le chef de l'État, mais enfin c'était monsieur... C'était lui qui était présent, en tout cas dans l'hémicycle. C'était lui qui était présent dans l'hémicycle. Et donc vous savez bien, vous connaissez trop bien les institutions, mon cher collègue, pour savoir que l'un ne se fait pas sans l'autre et qu'il y avait une collusion, si je puis prendre ce mot, absolue entre le Premier ministre et le Président de la République, qui est effectivement, de par la Constitution française, et le chef des armées. Et donc il y avait eu une espèce de débat tronqué, car M. Jospin avait tellement parlé, il y avait 1 heure de temps de parole, qu'il n'avait pu laisser la parole, je m'en souviens très bien à l'époque, qu'à M. Madeleine, qui n'avait même pas pu passer à la télévision. Donc pas de leçon de démocratie. Une question de Guillaume, je donne la parole ensuite à Olivier Roy et Éric Margolis. Guillaume, bonsoir. Je crois que votre webcam fonctionne convenablement. Oui, très bien, je vous remercie. Ma question était assez simple, en fait, à partir d'un constat qui était celui que les soviétiques ne sont jamais parvenus à contrôler l'État afghan, malgré plus de 100 000 hommes déployés au temps fort du conflit, on s'en souvient. Aujourd'hui, on envisage de dépêcher en Afghanistan une centaine d'hommes supplémentaires, enfin seulement pour les Français, un redéploiement à grands frais, là où le président Chirac avait, à juste titre, mis en exécution un plan de retrait. Alors je m'interroge simplement sur la pertinence stratégique de ce redéploiement. Question extrêmement pertinente. D'abord, Éric Margolis, grand reporter, aujourd'hui chroniqueur pour une multitude de médias américains, mais vous êtes allé une multitude de fois sur le terrain, vous avez rencontré Badel, vous connaissez le théâtre d'opération, pour utiliser un terme militaire. 100 000 hommes n'ont pas suffi à faire plier les Afghans. Pas du tout, et je vous faire note que quand les Russes étaient là, les Soviétiques, ils avaient 160 000 hommes en combat en Afghanistan. Ils ne peuvent pas vaincre les tribus Pashtuns qui étaient le cœur de la résistance. Le général en chef américain vient de dire il y a quelques semaines en Afghanistan, il vient de dire qu'il lui faudra 400 000 troupes pour gagner cette guerre. Alors la France envoie 1000 troupes. Les Canadiens ont envoyé 2000 troupes. La France, 1000 troupes, c'est absolument rien dans ce grand pays. Et c'est la France qui a gagné la bataille de Verdun. Avec des centaines de mille troupes. Maintenant, 1000 troupes ne font aucune différence dans la situation militaire, mais va faire générer des ennemis contre la France. Olivier Roy. Moi, je voudrais dire quand même qu'on ne peut pas comparer. Nous ne faisons pas, ni les Français, ni les autres d'ailleurs, ni les Hollandais, les Polonais qui sont présents là-bas, les Européens, les Canadiens, on ne fait pas la guerre à l'Afghanistan. C'était une guerre coloniale que menaient les Russes face aux Afghans.
On ne fait pas la guerre aux Afghans, on fait la guerre au terrorisme. Que les Pashtuns sont convaincus que les Russes sont simplement remplacés par les Américains. Leurs alliés, il fait pour eux, c'est une guerre coloniale de plus, c'est ça. Ils sont des farangs, comme on les appelle, et ils font pas de différence entre farangs français et farangs américains. Olivier Roy, le chercheur, parce qu'on lit beaucoup ça depuis que le débat est relancé, qu'effectivement les talibans disent pour certains d'entre eux, on peut rentrer très facilement dans certaines villes du Sud, il nous suffirait d'1 ou 2 heures dès le départ des troupes. Les talibans qui étaient haïs il y a quelques années encore, aujourd'hui sont presque appréciés de la population. Il y a un vrai retournement. Je me trompe ou... C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de comparaison avec la guerre contre les soviétiques, parce que la guerre contre les soviétiques avait dressé tout le peuple afghan contre les soviétiques. Là, on se bat dans le sud de l'Afghanistan contre un mouvement qui s'appelle les talibans, qui est un mouvement qui est profondément enraciné dans la société tribale pashtoun. Donc ça, il y a un phénomène tribal pashtoun, et il y a un nationalisme pashtoun qui est anti-étranger, donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites là-dessus, et qui s'exprime à travers des mouvements religieux. Bon, c'est comme ça. Donc les talibans ont hérité d'une sorte de légitimité nationale dont il faut tenir compte. On ne peut pas lutter contre les talibans comme on lutte contre des terroristes islamiques. Non, Ben Laden, oui, c'est un terroriste islamique. Les talibans ont une légitimité. Et il faut prendre en compte cette légitimité. Légitimité politique, ce que vous voulez dire, oui. sur le territoire, dans le territoire pashtoun du Sud. Par contre, au nord de l'Afghanistan, ils sont considérés comme d'épouvantables épurateurs ethniques, des gens qui ont massacré des villages, etc. Donc, il y a 2 Afghanistans. Il y a 2 Afghanistans en ce moment, qu'on gère différemment. Dans le nord, il n'y a pas de guerre. Il y a une certaine insécurité, mais il n'y a pas de guerre. Des débuts d'attentats à Kaboul, du terrorisme qui tue. L'attentat, ça c'est facile de faire des attentats. S'il y a des soulèvements urbains, c'est autre chose. On n'a pas de soulèvement urbain. Kaboul n'est pas Bagdad. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux talibans ? Soit on tient le discours de guerre globale contre le terrorisme, qui est le discours de Bush, et où on met dans le même camp les talibans, Ben Laden, le Hamas, le Hezbollah, etc. Dans ce cas-là, on ne fait rien. Ou alors il faut envoyer effectivement 1 million d'hommes dans l'ensemble du Moyen-Orient. Ou bien, on fait une analyse politique en disant, les talibans, ils ont une légitimité, ils existent, ce sont des attaqueurs politiques, et on négocie. Donc ce qui manque dans l'annonce de l'envoi de plus de troupes, que personnellement, je trouve que c'est logique aujourd'hui d'envoyer un peu plus de troupes, mais c'est un vrai volet politique. Or, le président Sarkozy a annoncé un volet politique qui est tout simplement la reprise de ce qu'on dit depuis le début, plus de développement, plus de démocratie, plus d'aide aux institutions. D'accord, mais ça marche pas très bien. Peut-être que ça marchera. C'est le bilan en quelque sorte. Oui, le bilan, il est mitigé, et surtout, il demande des années de confirmation. Or là, on est devant des échéances qui sont beaucoup plus courtes. On ne sait pas ce qui va se passer au Pakistan. Ça peut s'améliorer, ça peut s'aggraver. Donc c'est maintenant qu'il faut un vrai volet politique qui est quels sont nos objectifs en Afghanistan, avec qui on négocie, qu'est-ce qu'on fait du Pakistan, et comment nous on se positionne dans la lutte contre le terrorisme par rapport à nos alliés américains qui n'ont pas du tout la même vision. Donc l'avantage c'est qu'on est près des Britanniques là-dessus. Ça c'est un atout. J'avais juste une question à vous poser, elle vient de Lionel, parce qu'il y a beaucoup de questions ce soir de Français là, qui s'interrogent sur l'envoi des troupes françaises, parce que les sondages sont pas très bons, les Français sont pas favorables, mais il y a pas mal de questions. Lionel nous dit, le président Karzai dispose-t-il dès à présent d'une force armée suffisante et suffisamment entraînée pour faire face aux talibans ? C'est une vraie question, on a entendu que les Français entraînaient... Bien sûr que non. Non, notre présence ne se justifie que par leur insuffisance. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement en Afghanistan. Karzai n'est qu'une poupée. Il est entouré de 200 gardes-corps américains 24 heures par jour. Son armée, ce sont des mercenaires. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de légitimité dans le gouvernement. Alors on ne va jamais, les puissances, autant on ne va jamais construire un gouvernement qui veulent quand il n'y a pas quand personne n'a de respect pour ce gouvernement. Le seul gouvernement en Afghanistan qui fonctionne, c'est le gouvernement de Taliban qui contrôle 50% du pays. Olivier Roy n'est pas tout à fait d'accord. Et je vous dis qu'il n'y a plus de terroristes Al-Qaïda en Afghanistan. Ils sont partis, ils sont au Pakistan. Alors, ce qu'il y a maintenant, la France est en guerre contre les tribus Pashtun. Un mot Paul Quilles, puis Guillaume ensuite, puis le reportage, parce qu'on verra le débat quand même à l'Assemblée. Il s'est passé des choses aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle aussi d'un sujet important et qu'Olivier Roy connaît bien, c'est que 50% de l'économie afghane repose sur la drogue. Que les talibans vivent
comme d'autres, il y a beaucoup de corruption aussi, vivent sur la drogue. Et moi, j'ai un souvenir que je voudrais vous rappeler. Vous parliez de 2001, de la décision qui a été prise. J'étais à la place de Guy Tessier, j'étais président de la commission de la défense. Et j'étais intervenu, je me souviens, en disant, compte tenu de ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer en Afghanistan, il faut que l'on mette en place un véritable plan Marshall. Ça nous parle, nous les Français, ça nous parle en Europe, un plan Marshall, c'est quand un pays a été totalement détruit. Et je me souviens de Colin Powell, qui était en Afghanistan, qui revenait en avion, et phénomène curieux, qui m'a répondu en disant « il n'en est pas question ». Or, c'est bien cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, quand les Américains mettent 100 millions de dollars par jour, c'est un rapport qui vient de sortir, c'est un chiffre pour faire la guerre, l'aide internationale, c'est 7 millions. Donc, ce déséquilibre, d'abord, le phénomène de la drogue, et ensuite ce déséquilibre entre l'aide internationale et l'effort de guerre, je veux dire, c'est aveuglant à quel point la stratégie est mauvaise. Et comme dit M. Margolis très exactement, ça n'est pas en rajoutant 1000 hommes et 10 000 hommes et 100 000 hommes et 1 million d'hommes qu'on réglera un problème de fraude, c'est un problème politique. Projet politique et économique aussi. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais cette course en avant, non mais ça va plus loin, cette course en avant des soldats, le fait qu'on mette plus de soldats et moins d'investissement, c'est ce que dit Paul Quillès pour être précis. Alors moi je voudrais demander à Paul Quillès quel est son point de vue sur le fait que si nous baissons les bras, si nous baissons la garde, quand je dis nous, c'est nous les Européens. Militairement parlant. Militairement parlant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sécurité. Bon, à ce moment-là, on aura le retour des talibans. Est-ce que c'est ça que veut mon collègue Paul Quillès ? C'est pas du tout ce que je viens de dire. Je viens de dire qu'il faut équilibrer. J'ai bien compris. D'accord, mais j'ai compris. Mais en attendant, pour bien rétablir la sécurité. Le Taliban est là. C'est pas question de retour de talibans. Ils sont là. Ils sont dans le contrôle de 50% d'Afghanistan maintenant. Tous les pays pashtuns sont dans la puissance de Taliban. Alors, ils sont là, il faut... Et j'aimerais ajouter une chose importante. Éric Margolis, et après on regarde le sujet. Il y a deux autres groupes très importants. Il y a les Tadjiks et les Ouzbeks. Absolument. Pendant la guerre contre les Russes, contre les Soviétiques, les Ouzbeks et les Tadjiks étaient en général alliés avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, ils sont comme Massoud. Et aujourd'hui, excusez-moi, j'y étais, j'ai vu. Alors vous étiez tous les deux, mais pas au même endroit. Olivier Roy, un tout petit mot sur cette question, parce qu'elle est importante. Les tribus en Afghanistan, effectivement, elles ont un rôle majeur, un rôle politique déterminant. L'essentiel des combats s'est fait dans l'Afghanistan du Nord, pas dans l'Afghanistan du Sud à l'époque des Soviétiques, pour des raisons ne serait-ce que de proximité. Alors, les Pashtuns, c'est 50% en gros de l'Afghanistan, et politiquement, c'est toujours eux qui ont eu l'État afghan. Donc, et chaque fois que ce sont des Tadjiks qui prennent Kaboul, et c'est arrivé 2 fois dans l'histoire, la dernière fois avec Massoud en 92, les Pashtuns se sentent exclus du pouvoir. Donc, ils ont cette revendication d'être au centre, au cœur de la définition de l'État afghan. Et effectivement, il faut en tenir compte. On pensait qu'en mettant M. Karzai, en aidant M. Karzai à devenir président, qui est lui-même un Pashtou, issu d'une grande tribu, avec un passé lié à la famille royale, qu'on satisferait les tribus Pashtunes. C'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que Karzai aussi a beaucoup joué les Pashtuns de l'immigration. Les Pashtuns de Los Angeles, de Washington, etc., qui ont eu tous les passes. Bon. Et du coup, on a complètement négligé ce monde tribal. Et là, on a une revanche des tribus, et les tribus sont des acteurs effectivement légitimes. Il faut effectivement discuter politiquement avec ce monde tribal qui, pour le moment, est en partie, pas à 100%, représenté par les talibans. Alors, on fait juste une petite pause, parce que là, on est parti très très loin sur la construction politique des tribus afghanes. On va revenir juste à l'Assemblée nationale, parce que pour ceux qui auraient manqué le débat cet après-midi, c'était passionnant, il s'est passé plein de choses dans l'hémicycle. En lieu et place des traditionnelles questions au gouvernement, un débat sans vote, on y reviendra, était organisé justement pour parler de cet envoi de troupes françaises en Afghanistan. Les meilleurs moments, morceaux choisis par Juliette Blinquant, et on débat évidemment juste après. François Fillon est venu défendre le chef de l'État. Il tente de rassurer les députés en minimisant l'ampleur des renforts français. Ces conditions seront débattues demain et le président de la République précisera, au regard de vos analyses et au vu des conclusions du sommet, notre engagement. Les effectifs pourraient être de l'ordre de quelques centaines de soldats supplémentaires. Des hommes qui s'ajouteraient aux 1500 hommes déjà présents. Une véritable erreur pour la gauche. En question, la position atlantiste de Nicolas Sarkozy, accusé de soumettre la France à la stratégie des États-Unis. Pour l'opposition dans son ensemble, c'est une erreur, à tel point que le PS dégaine son arme la plus médiatique. Je vous informe
que notre groupe déposera une motion de censure en vertu de l'article 49.2 de la Constitution. Oui, la France doit continuer de préserver sa liberté de choix dans le monde. En question aussi le coût de ces renforts. Mais pour la France elle-même, pour son peuple, a-t-on dit aux Français comment, avec des caisses vides, ils allaient payer cette intervention et ces moyens supplémentaires? Monsieur le ministre, à combien a été levé ce surcoût lié à cette opération? Pour l'instant, pas de réponse sur la provenance des fonds. Le gouvernement se contente simplement d'avancer le montant de la facture. Le coût de l'opération telle qu'elle est à l'heure actuelle en Afghanistan est un coût entre 150 et 200 millions d'euros. Pour le surcoût complémentaire, cela dépendra d'une décision qui n'est pas toujours prise, qui est celle de l'envoi complémentaire d'hommes et de femmes en Afghanistan. Enfin, Bernard Kouchner, consensuel, a tenté de rassembler la gauche et la droite en rappelant l'objectif de cette mission. Je ne pense pas une seconde qu'ici, dans cet hémicycle, il y ait des gens qui soient contre qu'on achève au moins pour permettre aux Afghans de prendre le relais, qu'on achève immédiatement cette lutte qui n'est pas encore gagnée contre le terrorisme et contre les talibans. Le ministre des Affaires étrangères a donné la date de la conférence internationale sur l'Afghanistan demandée par son président, Hamid Karzai, et promise par Nicolas Sarkozy. Ce sera le 12 juin prochain. Alors, c'est vaste, on a entendu plein de choses dans ce reportage, dans ces morceaux choisis par Juliette Duncan. La question du coût, on la garde pour tout à l'heure, mais il y a plusieurs données dans ce sujet. Il y a la question de l'enlisement, et il y a la question de l'alignement, parce que c'était une des données importantes de l'opposition. Commençons par l'alignement américain, parce que c'est ce qui a vraiment sous-tendu ce débat, et ce qui a sous-tendu la polémique dans l'hémicycle. Concernant cet alignement, c'est ce que dit Laurent Fabius, c'est ce que dit Jean-Marc Ayrault. Est-ce que c'est un alignement sur la position américaine, cette volonté d'envoyer des troupes et de renforcer nos troupes sur le terrain? Guy Tessier, est-ce que vous avez le sentiment qu'on change de stratégie? Pas du tout. Est-ce que Lionel Jospin, à l'époque de l'envoi des troupes françaises en 2001, était aligné sur les Américains? Je pense pas. Bon, je pense qu'il faut complètement déconnecter le problème de l'OTAN du problème de la décision aujourd'hui d'envoyer effectivement quelques centaines de militaires français en supplément. C'est pas exactement 1000, 1200 Non, attendez, on n'est pas obligé de parler. C'est important, c'est des soldats. On parle, non, mais je sais bien. Oui, non, vous êtes un ancien soldat. Je sais de quoi on parle. Je pense qu'on parle d'un régiment de parachutistes. Bon, et plus précisément du 8e RPIMA. Bon, de Castres, absolument. Donc, l'infanterie de marine, parachutistes coloniaux, on disait autrefois en tout cas, et d'infanterie de marine aujourd'hui. Pour faire. Et donc, c'est pas vous, le fils de militaire, que l'homme de tradition, vous devez être aussi pour rappeler tout ça. C'est l'histoire. Bien entendu, que c'est un 1er avril en plus. Donc, c'est pas une blague de Paul Quiles. Absolument. Je sais pas s'il aime blaguer d'ailleurs. Mais donc, en tout cas, donc c'est 800 gars. C'est 800 soldats. Plus 200 forces spéciales. Un régiment. Et alors, s'y ajoutent des forces spéciales dont on parle, effectivement. Celles qui étaient déjà sur le terrain. Qui pourraient retourner, effectivement, 200, ça tournera autour du millier. Je pense que c'est pour ça que les journalistes parlent d'un millier d'hommes. Mais c'est pas les journalistes qui parlent d'un millier d'hommes, c'est à Londres qu'on n'a pas démenti le millier qui est annoncé. On va pas chipoter, c'est 800 000 ou 1200. Donc, il y a un millier d'hommes qui vont être envoyés, et c'est une goutte d'eau dans l'ensemble du dispositif, mais c'est un signal donné, effectivement, aux Américains. Parce qu'on a oublié de dire, je ne sais pas si ça a été expliqué. Aux Européens. Si vous permettez, ça n'a pas été expliqué tout à l'heure. Il y a deux opérations. Il y en a une qui est l'ISAF, l'OTAN, et il y en a une autre qui s'appelle Enduring Freedom. Donc l'ISAF, c'est Kaboul. L'ISAF, c'est l'OTAN. La région centre, comme on appelle. Enduring Freedom, c'est l'opération des Américains massive, qui, elle, est une opération de guerre. C'est la guerre. Et si on va à l'Est et au Sud, c'est pour participer à des opérations de guerre, appelons les choses par leur nom. Donc il s'agit bien de donner, non, même pas un petit coup de main, mais un signal aux Américains. L'OTAN... Réunion dans les prochains jours. Réunion dans les prochains. Mais il n'y a pas que des Européens. Il n'y a pas que des Européens. Il n'y a pas que les Américains. Mais je veux dire, les Américains sont massivement représentés dans cette l'opération. Il y a une opération américaine, Enduring Freedom. Et à l'OTAN, on sait très bien avec aussi. Des combats. On sait très bien aussi ce qui va se passer à Bucarest dans les prochains jours, ou avec le sommet de l'OTAN, où
Nicolas Sarkozy, qui a un tropisme atlantiste évident, cherche à faire plaisir aux Américains. Mais je veux dire, c'est tellement évident que je ne vois pas pourquoi essayer de contredire cette réalité. Et ça m'inquiète. Parce que imaginez-vous que Nicolas Sarkozy était président de la République en 2003, au moment de l'affaire irakienne. Je pense qu'on aurait des soldats français qui seraient partis en même temps que les Espagnols et les Anglais. Alors ça, je trouve ça très inquiétant. Une question de Guillaume après ce coup de gueule de Paul Quilès. Guillaume, on vous écoute. Oui, justement, je voulais m'inscrire dans ce sens. Et monsieur le député disait qu'il fallait déconnecter l'appui diplomatique aux États-Unis d'un envoi de troupes en Afghanistan. Mais à ce moment-là, pourquoi les envoie-t-on? Pour reconstruire l'État afghan? Je voulais signaler qu'on dépense aujourd'hui pour la reconstruction de l'Afghanistan moitié moins d'argent qu'au Kosovo. Le pays est aujourd'hui privé de réseau d'irrigation, les routes sont minées, et vous le rappeliez tout à l'heure, la production annuelle de pavots est passée de 200 tonnes en 1979 à 8200 tonnes en 2007. Alors penser pouvoir faire du nation building en Afghanistan me semble tout bonnement irréaliste. Guy Tessier, on revient toujours finalement autour de cette question, c'est le développement économique et politique, nous dit Guillaume, est prioritaire avant même d'envoyer des munitions, des troupes, des commandos, des forces spéciales pour aller combattre. Mais écoutez, moi je vais reprendre la situation de Jaap de Hoop Scheffer, le patron d'OTAN, qui disait la solution est globale, parce que elle est bien évidemment les militaires apportent la sécurité, et il doit y avoir, et là je crois qu'on est tous d'accord, un complément à cela qui doit être économique et qui doit être une aide et une force au développement. Et donc, faible, nous dit Guillaume. Oui, faible. Mais trop faible. Mais je pense que Guillaume, puisqu'on l'appelle Guillaume a raison. En tout cas, il n'a pas tort. Mais je pense qu'on ne peut pas imaginer, dans l'état actuel des choses, il y a une corruption importante aussi. Personne ne l'a dit ici, mais il faut le savoir. Alors nous l'avons dit. Vous êtes d'accord sur ce point? Non, mais bien entendu. Heureusement, nous ne sommes pas en désaccord sur tout, d'ailleurs. Donc, je crois qu'il faut que nous rétablissions, nous tous, la sécurité, et que parallèlement à ça, il y ait une aide économique et au développement à ce pays. Voilà, ça me paraît très important. Ensuite, je pense que la France y est à plus d'un titre. Je pense qu'on y est aussi en qualité de défenseur des droits de l'homme, et aussi parce qu'on est une puissance internationale, encore, me semble-t-il. Et donc, il me paraît normal que la France soit présente dans ce débat-là. Olivier Roy, sur ce débat, on entend le mot enlisement. On a évoqué le mot Vietnam. Est-ce qu'il y a ce risque-là que de s'engager dans une guerre de type afghane contre des tribus pachtou, ça soit un jour une comparaison avec le Vietnam, qu'on ne s'en sorte pas, qu'on s'enlise dans cette guerre? Si on parlait d'envoyer 10 000, 15 000 ou 20 000 hommes, oui. Mais là, on est à un niveau d'effectif qui fait qu'il n'y a pas d'enlisement parce qu'il n'y a pas assez de troupes pour être enlisées. Donc on n'est pas dans une dynamique. 1000 hommes, c'est rien. On est tous d'accord. Donc c'est pas eux qui vont faire la différence. C'est un symbole. C'est un symbole. C'est un symbole politique. Alors maintenant, la question, comme ça a été soulevé, c'est pourquoi et pour qui fait-on ce geste politique? Est-ce qu'on le fait pour les Américains? Est-ce qu'on le fait pour les Anglais? Est-ce qu'on le fait pour les Afghans? Moi, ça, je ne sais pas. Ça, c'est la politique franco-française. Mais je pense qu'il y a une dimension qui est aussi très intéressante. On dit toujours les Américains, on oublie les Britanniques. Et c'est à Londres que le président Sarkozy a fait son annonce. Or, les Britanniques sont pas du tout en Afghanistan sur la même ligne que les Américains. Il y a des tensions énormes entre Américains et Britanniques. Un, sur la conception de la guerre sur le terrain, où les Britanniques sont constamment dénoncés par les Américains. Et deux, sur la question des négociations. Les Britanniques négocient avec les talibans. Et les On accuse les Américains de bavure, pour être un peu précis. Il y a eu quand même quelques dérapages des troupes américaines très graves. Confondant des talibans, c'est un mariage, par exemple. Il y a une acrimonie. Les Britanniques et les Français font moins de dégâts collatéraux parce qu'ils ont une présence beaucoup plus physique des troupes sur le terrain. Et vous, on contacte des populations, c'est ce qu'on dit, en tout cas des Français. Ça, c'est connu, c'est des traditions militaires. Mais parlons politique. Les Britanniques négocient avec les talibans. Donc, si on va en Afghanistan, et là, il faudra qu'on fasse un choix politique de ce côté-là, est-ce qu'on y va pour renforcer la vision américaine de la guerre globale contre le terrorisme, ou est-ce qu'on y va plutôt dans une perspective britannique qui pourrait devenir une perspective européenne, où on a quelque chose à dire sur le plan politique? Et ça, on ne le sait pas encore. C'est passionnant. Juste une question de Vivien. Juste pour prolonger, c'est une question qui prolonge, je donne la parole, Paul Quilès. Pourquoi devrions-nous pâtir des incohérences stratégiques américaines? Éric Margolis, un mot sur cette question-là, parce qu'on entend les Américains sur leur manière de combattre, pour être un peu concret. Vous êtes allé sur le terrain, et les Américains sont en ligne de mire sur les cibles qu'ils choisissent, sur les bavures, sur les erreurs. Comment vous regardez cette situation et les critiques formulées formule l'armée américaine? Les Américains sont égarés, ils ont perdu le chemin, ils sont oubliés de la diplomatie, négociation, c'est la seule solution en Afghanistan. Mais je dois dire de tous les partis de droite
en Australie, au Canada, par exemple. Et ils se sont fait ça pour envoyer des troupes en Afghanistan pour faire plaisir à Washington, pour aussi montrer qu'ils sont des gens de droite solides et corrects. Je vous avertis que la guerre maintenant d'Afghanistan va entrer en Pakistan. Et ça serait un gros problème pour tout le monde. Les tribus Pashtuns les zones tribales, en Pakistan, parce qu'ils sont 15 millions de Pashtuns en Afghanistan, maintenant ils ont commencé à attaquer les lignes de ravitaillement pour l'OTAN. La semaine prochaine, ils ont détruit 40 camions de pétrole. Les Américains sont gravement concernés par ça. Et faites d'huile vers le Pakistan, en tout cas vers les zones tribales, le Waziristan, enfin toutes ces zones de repli. Tout passe par là, tous les lignes. Alors, si on n'arrête pas la guerre en Afghanistan, la guerre va devenir plus grande et prendre Pakistan aussi. Et peut s'enliser pour revenir à l'enlisement. Alors justement, moi je plongeais. On n'est pas là pour lire dans le mar de café pour savoir si dans 5 ans ça sera un nouveau Vietnam ou, on l'a pas cité, un nouvel Irak. J'attendais un rapport que j'ai trouvé, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, mais ils sont terrifiants. Le coût pour les Américains de la guerre d'Irak serait de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. Oui, entre 2 et 3. C'est un gouffre. On ne sait plus ce que ce signifient les chiffres, mais on s'aperçoit de l'énormité de la chose. On peut faire quelques comparaisons avec le PIB de certains pays. Ça paye absolument. Bon. Donc, l'enlisement peut être de cette nature-là. Où je vous rappelle quand même que George Bush allait en Irak pour lutter contre Ben Laden et contre le terrorisme, qui n'existait pas en Irak avant et qui existe aujourd'hui, sous des formes diversifiées d'ailleurs. Donc, ce que disait Olivier Roy tout à l'heure est tout à fait exact, et il faut s'interroger, il aurait fallu s'interroger sur les conditions que nous posions. À partir du moment où on dit « je vais vous aider », on peut poser les conditions et dire on n'est pas d'accord avec cette stratégie. Vous avez justement dit qu'entre les Britanniques et les Américains, il n'y avait pas accord total. Mais avec les Français, si on a retiré nos forces spéciales en 2006, c'est bien qu'on n'était pas d'accord sur cette stratégie. Et Nicolas Sarkozy, que j'ai entendu à la BBC il y a 2-3 jours, qui a dit il faut que cette stratégie évolue. Mais on le dit avant, excusez-moi de donner une petite leçon de diplomatie, on dit avant, avec nos alliés, avec nos amis, modifiez votre stratégie et nous vous aiderons. On commence pas par dire je vais vous envoyer 1000 hommes, après on dit non mais c'est quelques centaines, et après on va dire et puis alors attention, je vais vous poser des conditions. Excusez-moi, tout ça c'est de la politique de gribouille. Guillaume, juste avant de vous intervenir, il y a quand même beaucoup de questions ce soir sur des Français qui posent des questions sur leurs soldats, sur les soldats français. Eric, nos soldats sont-ils plus exposés maintenant qu'il y a 1 an, au début de cette guerre? En prennent-ils plus de risques? Une question de James, pensez-vous que notre armée soit prête au combat tout simplement? Gardez ces questions de côté parce que c'est une vraie question. Ils vont aller faire de la sécurisation et de la formation, mais ils iront au combat à l'Est et on y reviendra. Guillaume, une intervention. Oui, justement, sur le sort de nos soldats, puisqu'on le sait, nos armées sont des armées de qualité, elles sont reconnues, appréciées de nos alliés. Nos forces spéciales font partie des mieux formées au monde, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, il me semble qu'on les envoie inutilement essuyer des pertes sur un théâtre d'opération lointain et dont l'enjeu pour notre sécurité nationale n'est pas de premier ordre. Nos armées sont à la limite de leur capacité de déploiement et on leur demande aujourd'hui de consentir à un nouvel effort et elles y consentiront, mais est-ce bien raisonnable? C'est une question tout à fait qui va comme un gant à l'ancien ministre de la Défense puis au président de la Commission de la Défense. Enfin, c'est quand même est-ce qu'on n'en voit pas un peu au casse-pipe nos soldats là, qui sont de très bons soldats? Les forces spéciales, c'est des soldats extrêmement aguerris à ce type d'opération. Est-ce qu'il n'y a pas de danger à ce type de guerre, disons? Le mot est prononcé. Une guerre asymétrique, mais une guerre quand même. Moi, il y a plusieurs choses que je voudrais revenir, si vous le voulez bien. Quand Paul Quillès dit on aurait dû discuter avant, on aurait dû être plus diplomate, etc. Bon, alors est-ce que c'est pas un déni de démocratie? On a un gouvernement, il est ce qu'il est en Afghanistan, mais il est légitime. Enfin, fragile, fragile, non, mais on est d'accord avec tous les qualificatifs qu'on peut mettre autour. Enfin, il a été élu démocratiquement. Alors, qui représente, comme le dit monsieur aujourd'hui, peu de... Oui, non, mais d'accord, c'est comme ça. Bon, c'est un début de quelque chose, voilà. Donc, est-ce que nous devons... Les élections attendez, les soviétiques ont mené en Afghanistan les élections plus ouvertes que les élections avec les Russes, excusez-moi de dire, c'est pas chez eux que je trouvais l'exemple. Vraiment, alors ça, c'est pas vraiment tout sauf ça, monsieur. Bon, mais donc c'est quelque chose, voilà, donc il y a quelque chose. Est-ce que nous devons, je dis là encore, c'est un autre circonstance, discuter avec ce gouvernement
actuellement, ou est-ce que l'on doit, et ça c'est quand même un peu une rupture, ou est-ce que l'on doit discuter avec des terroristes, fussent-ils constitués en tribus, existants comme réellement, le font les Britanniques. Voilà, comme le font les Britanniques, c'est exactement ce que je voulais dire. Bon, est-ce que nous sommes imposés jusqu'à maintenant, les uns et les autres d'ailleurs, de ne pas discuter avec les terroristes. C'était quand même le grand principe fondamental que nous avions, les Européens ou les Occidentaux. Les Israéliens aussi, ils vont bien être obligés de discuter un jour. Non, mais je ne dis pas qu'il ne faudra pas discuter un jour, mais c'est une rupture. Dans ce cas-là, il faut avoir le courage de le dire. C'était ce que je voulais dire. Et il faut répondre très brièvement sur les soldats français engagés à Guillaume, parce que la question était quand même extrêmement précise. Une réponse. Est-ce qu'on ne les envoie pas est-ce qu'on n'a pas des pertes lourdes à attendre sur un conflit lointain? De quoi nous parlons? Excusez-moi, mais enfin, bon, quand le métier de soldat est un métier à risque, c'est bien ce qui le différencie de tous les autres métiers, qui nécessite de notre part estime et considération. Et donc, il est bien évident qu'à partir du moment où on envoie des soldats, on prend des risques sur l'intégrité physique de ces hommes et de ces femmes. C'est bien évident. Paul Quilles, un mot sur pour rebondir à ce que disait Guillaume, un théâtre d'opération lointain, il doute sur l'intérêt d'envoyer nos hommes là-bas. Je crois que les troupes, les soldats français sont tout à fait capables de mener ce type de combat. Moi, je n'ai pas d'état d'âme de ce côté-là. Par contre, l'état d'âme que j'ai, c'est de savoir, il y aura des morts. Il y aura des morts. Quand les premiers cercueils rentreront, l'effet que cela pourra produire, non pas au niveau de la sensiblerie, mais au niveau de sentiments profonds des Français, de savoir pourquoi ils vont mourir. Et ça renvoie à un problème politique, de savoir pourquoi ils vont mourir en Afghanistan. Est-ce que c'est pour la civilisation occidentale? Est-ce que c'est pour en finir avec le terrorisme international? Pourquoi? Pour faire plaisir aux Américains? Pourquoi? La vraie question est celle-là. Mais il y aura, indiscutablement, parce que, et là je suis ancien fils de militaire, je sais que le danger est réel, et il y a déjà eu des morts. Et il y aura des morts. 16 soldats sont morts déjà. Ça reposera le problème politique, dans toute son ampleur. Je donne la parole à Guillaume, puis ensuite je donne la parole à Olivier Roy et à Éric Margolis, mais juste une petite question, alors c'est humoristique, mais c'est intéressant, d'André. Madame Royal, qui a basé une bonne partie de sa campagne présidentielle sur la condition des femmes, nous dit-il, ne s'intéresse-t-elle plus au sort des Afghanes? Parce qu'effectivement, la question de la bataille de civilisation, on y reviendra après, on la garde, mais c'est une question intéressante parce que le sort des Afghanes, ça avait été l'objet de vrais débats médiatiques, de couvertures photos dans plusieurs journaux pour parler de ces femmes et du rôle des femmes, de la burqa, bref, on peut y revenir à la fin de cette émission. D'abord, une intervention de Guillaume. Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez, monsieur le député, sur la vocation des forces spéciales. Cette vocation, elle est évidemment de prendre des risques, mais vous êtes aussi un militaire, et vous savez que sacrifier nos meilleures unités pour un danger qui n'est pas immédiat semble quand même assez douteux, d'autant qu'on pourrait cette fois-ci mettre en péril notre sécurité nationale en renforçant le dispositif en Afghanistan, parce que ça pourrait éventuellement renforcer une pression terroriste sur notre État. Question intéressante parce que ça on l'a entendu aussi s'engager aux côtés des Américains sur ce dossier et d'autres alliés d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le territoire national, des risques d'attentats, risques de terrorisme? Non, d'abord, je trouve que la question est quand même formulée de manière un peu brutale. On a l'impression qu'on va sacrifier, qu'on aura des troupes, comme disait M. Margolis tout à l'heure, comme pendant la guerre de 14, qu'on fait monter des gens qui sortent de la tranchée. On parlait des numéros de troupes engagées, pas des pertes. On n'en est pas là. Et on n'envoie pas des gens. Je veux dire, mais il n'y a pas 500 000 hommes sur le terrain. C'est insensé de dire des choses comme ça. Je veux dire, la France, depuis très longtemps, a été respectueuse de ses soldats et prendre toutes les mesures de sécurité. Alors, première des choses. Bon, voilà, on est rassuré. Il faut quand même reposer un peu le débat. Bon, alors évidemment, c'est une situation à risque, et je partage le point de vue de Paul Quilles. Il peut y avoir des morts, il peut y avoir des blessés graves, il y en a déjà eu. Mais ça, c'est le risque inhérent à ce type de mission et à ce genre de métier. Il nous reste 5 minutes, c'est très court malheureusement, mais une question et une réponse courte sur la question des femmes et la guerre de civilisation, parce qu'il y a eu cet enjeu-là aussi en allant combattre en Afghanistan, c'était effectivement de rétablir la démocratie puis de donner un droit aux femmes, qu'elles retirent la burqa. On a le sentiment aujourd'hui qu'on les soigne et qu'on les éduque. Et absolument, on a le sentiment aujourd'hui qu'on est un petit peu à un point d'équilibre. C'est pas en envoyant des troupes qu'on va régler le problème des femmes afghanes. C'est cette question-là, la guerre des civilisations en quelque sorte. Avant 2001, il y avait un mouvement de sympathie de l'opinion publique française envers les femmes afghanes et contre les talibans. Mais c'est pas pour ça qu'on a envoyé des troupes. On n'a pas envahi l'Afghanistan, on n'est pas
intervenu en Afghanistan pour libérer la femme afghane. Donc là, on a fait un peu d'idéologie. Le sort des femmes musulmanes n'est pas un élément de décision stratégique. Personne n'enverra un pays pour libérer la femme. On est prisonnier de discours sur clash, dialogue des civilisations, où on met ces questions de religion en avant, alors que les décisions géostratégiques sont prises pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ces motivations religieuses, culturelles ou idéologiques. On est en Afghanistan parce que Ben Laden y était. Point. Alors maintenant, la raison, c'est est-ce que c'est une raison pour rester en Afghanistan? C'est ça le vrai débat. Ouais. Mais c'est pas la peine de s'encombrer maintenant du faux débat sur la libération des femmes. Éric Margolis, vous auriez un papier sur CNN ou une chronique sur CNN, vous diriez quoi là sur ce... Cette question de femmes a été utilisée pour propagande de guerre uniquement parce que pendant l'occupation soviétique, les Soviets ont tué 1 million de femmes afghanes. Et c'était complètement ignoré dans l'Ouest. Maintenant, on se fâche à cause de la mode, de burqa. Mais nos alliés, les Tadjiks et les Ouzbeks, leurs femmes portent aussi le burqa. Alors, c'est pas sérieux. La question, vous avez raison, monsieur Wright. Bin Laden n'est plus en Afghanistan. Pourquoi est-ce que nous sommes là? N'est-il pas temps d'avoir la diplomatie française avec la moitié de la population, les Pashtuns? Non, mais il faut de la diplomatie, mais on y est peut-être aussi pour empêcher Ben Laden de revenir en Afghanistan. C'est un corridor sanitaire contre Ben Laden. Juste un mot sur les dépenses, je reviens à la politique franco-française, parce qu'il y a eu un débat sur, il nous reste peu de temps, mais on parle des révisions générales des politiques publiques, c'est-à-dire un petit tour de vis pour essayer que l'État dépense moins, et en même temps, là, on annonce 200 millions, 400 millions, les chiffres sont imparfaits, le ministre de la Défense parle de 200 millions, c'est un coût pour l'économie française, Guy Tessier. Tout à fait, je m'en suis inquiété d'ailleurs. Oui, absolument. Bon, et je voudrais savoir si nous avons les moyens et sur quel chapitre ces frais vont être imputés, car si c'est pour les imputer sur le reste de nos forces, ça va aliéner encore un peu plus les difficultés que nous aurons à rester opérationnels. C'est ce qu'on lit, c'est ce que le ministre de la Défense disait dans les Échos, en tout cas hier. Je fais le pari, connaissant le fonctionnement non seulement du ministère de la Défense, mais de l'État, que ces dépenses-là, en fin d'année, Monsieur Tessier pourra s'en rendre compte, seront imputées sur le budget du ministère de la Défense, et ça sera autant d'économies sur les frais de fonctionnement, sur le maintien en conditions opérationnelles, et même peut-être sur les équipements, qui viendra amputer les budgets. Mais je veux simplement faire remarquer que là, on est dans des dimensions très différentes. 100 à 200 millions, c'est lourd pour le budget de la défense française. Mais c'est une journée à une journée et demie de guerre des Américains en Afghanistan. Vous voyez rien de comparable évidemment avec la démesure incroyable quand nous parlons de nos 1000 soldats. Nous avons raison de dire ce que nous disons, mais en même temps, vous voyez ce qui se passe à côté et de quelle façon. On l'a dit à plusieurs reprises, un problème grave, un problème de civilisation, peut-être, un problème pour ce pays ne sera pas réglé à coups de milliers de soldats. Il faut toute proportion garder. Merci messieurs pour ce débat intéressant, débat à multiples facettes, politique, économique, géostratégique. Merci à vous. Je rappelle qu'Olivier Roy, je ne l'ai pas précisé au début de cette émission, vous avez écrit Le Croissant et le Chaos, c'est votre dernier ouvrage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Guillaume pour ses interventions pertinentes, mais merci à tous ceux qui nous ont écrit sur notre forum www.lcpn.fr. Questions extrêmement pertinentes auxquelles on a essayé de répondre ce soir. Restez avec nous. Demain, nous nous intéressons à tout autre sujet, les OGM, les organismes génétiquement modifiés. On en parle ici dans ce plateau, débat à l'Assemblée nationale, projet de loi très contesté. Bonne soirée à tous.